Aujourd'hui, Itinéris vous emmène à Oslo, la capitale de la Norvège. Située au fond d'un fjord, long de 100 km, Oslo est l'une des capitales scandinaves les plus modestes en termes de population, mais également l'une des plus vastes au monde. Nous partons à sa découverte, en commençant par le cœur de la ville, où nous retrouvons notre guide. Alors ici, nous sommes vraiment dans le cœur de la ville, près du fjord. Le fjord est juste derrière nous. Et puis, juste à côté, vous avez le Parlement. C'est ici où siègent les 169 députés. Et nous sommes près de la rue principale, la Karl Johan, qui mène au Palais Royal. La ville est très grande. Il y a beaucoup d'espaces verts. La ville fait 454 km² de superficie. Mais il y a que 30% de la superficie qui est construite et habitée, et tout se trouve autour du fjord et dans le cœur de la ville. Oslo est 4 fois la grandeur de Paris, pour seulement 570 000 habitants. Donc vous voyez beaucoup de place pour tout le monde pour vivre agréablement dans cette ville. Nous remontons l'artère principale d'Oslo, la rue Karl Johan, pour nous arrêter devant le Palais Royal, résidence du roi et de la reine de Norvège, construit au XVIIe siècle sur la colline de Slottbakken. Vous avez devant, vous avez la statue de Karl Johan, qui est plus connue sous le nom de Bernadotte, et c'était lui qui avait fait construire ce bâtiment dans les années 1840. Il était roi de Suède et de Norvège. La Norvège est indépendante seulement depuis 1905, donc nous avons une monarchie en Norvège depuis 1905. Il est très accessible, il est central. Vous avez un très beau parc et tout le monde peut venir se promener. L'été, on peut venir s'allonger sur les pelouses pour bronzer, on peut pique-niquer. C'est un parc qui est utilisé par tous les habitants de la ville. Nous voici à l'ouest d'Oslo, au cœur du splendide Folk Museum, l'un des plus grands musées à ciel ouvert d'Europe. Sur un peu plus de 180 hectares, 155 maisons traditionnelles de différentes régions de Norvège retracent l'histoire culturelle du pays, depuis le Moyen-Âge à travers l'architecture rurale. Exemple avec cette ferme du sud du pays. Démontée, elle fut reconstruite, pièce par pièce, au musée. Alors ici, nous sommes devant la ferme de Setesdal. C'est une ferme qui date des années 1600-1700. Et vous avez l'habitation sur ma gauche et derrière moi, vous avez le loft, c'est-à-dire le grenier. Et puis nous allons arriver devant un autre loft et ensuite une maison d'habitation qui est 50 ans plus vieille. Et donc c'est une ferme entière, vous avez la closerie ici, donc avec tous les bâtiments d'habitation et les lofts. Et de l'autre côté, vous avez les granges et les étables. Vous avez d'autres particularités. Vous voyez un peu les toits en tourbe qui datent de l'époque, enfin qui ont été refaits dernièrement, mais c'était ainsi qu'au Moyen-Âge, on faisait des toitures en tourbe avec l'écorce de bouleau pour bien isoler ces toitures. Alors on parle que souvent pendant une vie, il fallait refaire en général 3 fois la toiture de ces maisons. Nous poursuivons notre balade dans le musée pour nous arrêter cette fois devant l'église de Gol, construite en bois de boue en 1212. À l'image de la ferme de Sélesta, elle fut démontée puis reconstruite avant d'être offerte au roi Oscar qui décida de l'installer en ce lieu qui deviendra plus tard, en 1888, le Folk Museum. C'est une église qui a été construite après l'époque viking, donc c'est une église catholique. Nous avions dans toute la Norvège, entre les années 1000 et 1500, nous avions une époque catholique et il a été construit environ 1500 églises de cette espèce. Sur la façade, vous avez justement des symboles, alors des symboles chrétiens, mais vous avez aussi des symboles païens. Donc il y a un mélange un peu de ces deux religions. Alors ici, vous avez donc un mélange de symboles. Vous avez la croix chrétienne, mais vous avez des dragons. Et puis vous avez des toits en pyramide. Et on dit qu'à l'époque, Dieu descendait, si vous voulez, tous ces niveaux de toits pour venir raconter la bonne nouvelle en bas. Donc c'est un peu le symbole du ciel et de la terre que vous retrouvez ici. Autre particularité de cette église, c'est son intérieur sans fenêtre. L'édifice est marqué par des signes de croyance vikings et chrétiennes. Dans le chœur, vous avez de magnifiques fresques, mais ces fresques datent des années 1600.
Sinon, vous avez les poutres et en haut des poutres, vous avez pu voir les détails des croix de Saint-André et vous avez aussi les symboles vikings avec les masques des dieux vikings tout en haut. Et maintenant les poutres avec des peintures qui donnent un peu un faux marbre, une sensation de faux marbre. Et puis vous avez les murs avec, vous avez vu, des petits trous. Et c'était par ces petits trous que les personnes qui n'avaient pas accès à l'intérieur de l'église pouvaient écouter la messe. Nous retournons au centre d'Oslo en prenant le bateau qui, plusieurs fois par jour, relie l'île de Bogdøy au centre de la capitale. Nous traversons le fjord d'Oslo pour rejoindre le quai devant l'hôtel de ville. Vous avez Aker Brygge qui est juste derrière vous, où là les gens, il y a énormément de cafés, de restaurants et vous avez le soleil jusqu'à 4-5 heures. Sinon vous avez d'autre côté, vous avez des restaurants sous le Siden, vous avez aussi. Donc les gens viennent énormément dans ce quartier. C'est un quartier qui a été très populaire depuis 1990 lorsqu'on l'a construit. C'est une ville très agréable à vivre. Il faut apprendre à y vivre, je veux dire, l'hiver peut être un peu dur, mais c'est compensé par ces belles journées de l'été. À 2 pas de l'hôtel de ville, le Centre Nobel de la paix. Ce musée retrace l'histoire d'Alfred Nobel. D'autres pièces sont consacrées aux lauréats du prix Nobel de la paix, ainsi qu'à leurs travaux. Composé aussi d'expositions temporaires, ce musée est l'un des plus visités d'Oslo. Une fois par an, l'attention du monde se porte sur Oslo. Bien entendu, le musée veut faire partie de cet événement. Chaque année, nous décidons de réaliser une exposition sur le lauréat du prix Nobel. Nous la préparons en 8 semaines et elle évoque le vainqueur du prix Nobel. Nous voici dans l'un des plus agréables endroits de la ville, le parc Vigeland, qui s'étend sur 32 hectares, logé au nord de la ville. Le plus grand poumon vert d'Oslo est parsemé de statues, œuvres de Gustav Vigeland, sculpteur norvégien décédé en 1942 et qui fréquenta les classes d'Auguste Rodin à Paris à la fin du 19e siècle. En 1921, où là, il a vraiment signé un contrat exceptionnel avec la ville d'Oslo. On lui a donné ce parc de 32 hectares où il a pu installer sa fontaine. Et ensuite, son travail s'est développé et il a fait les statues sur le pont et aussi les statues autour du monolithe. Un monolithe de 17 mètres de hauteur et qui représente de nombreux corps humains. Et tout autour, vous avez à nouveau le cycle de la vie, de la naissance à la mort. L'origine, c'est la fontaine, et là vous avez la fontaine, c'est une vasque d'eau qui est supportée par 6 géants, qui nous montrent la différence entre les êtres humains. Certains traversent la vie agréablement, d'autres peinent sous le poids de la vie. Et tout autour, vous avez des êtres humains qui sont mêlés à des arbres, et c'est l'arbre de la vie qui est représenté. Donc de la naissance à la mort. Il y a 20 groupes de statues autour de la fontaine. Direction le musée d'art d'Oslo, en plein centre-ville. À l'intérieur, des peintures de Picasso, Van Gogh, Monet ou encore Renoir. Le musée présente aussi et surtout des œuvres des grands peintres norvégiens, tels que Solberg, ou encore Adolf Tidman et Gude. Un des tableaux les plus emblématiques de Norvège, c'est le voyage du couple de mariés sur le fjord. Alors vous avez un petit peu toute la Norvège concentrée dans l'image. C'est une période du milieu du 19e qui symbolise beaucoup de choses de la Norvège et de la culture, si vous voulez, un peu paysanne.
mais de l'esprit, si vous voulez, dans les fjords, dans l'ouest de la Norvège. Il y avait beaucoup d'artistes norvégiens qui, notamment, allaient en Allemagne. Toute la période un petit peu paysagiste et romantique du 19e siècle est très représentée dans l'art norvégien et on en a beaucoup de toiles ici à la Galerie nationale. Autre chef-d'œuvre et sans doute pièce maîtresse du musée, c'est le Cri, réalisé par Edvard Munch en 1893. C'est un expressionniste, fin 19e, un artiste très important qui a séjourné d'ailleurs beaucoup à l'étranger, très influencé par son enfance, par sa vie, par la maladie, donc exprime beaucoup les sentiments humains d'une manière très, très expressive, et le cri en est tout à fait le symbole, mais il peint en fait la nature humaine d'une manière très, très, très forte. C'est, je crois, qu'il fait un petit peu le succès de Munch de manière internationale. L'un des clous des attractions touristiques en Norvège, c'est les bateaux vikings, les dracars, comme on les appelle souvent en français, qui sont très très importants. Et puis vous avez donc tout un patrimoine beaucoup plus contemporain. Et c'est ça qui fait un petit peu la richesse et l'intérêt d'Oslo maintenant, c'est que c'est une ville qui est en train de se développer à vitesse grand V. Et tout autour du fjord, vous avez un développement urbanistique impressionnant, avec dans les prochaines années la construction de grandes institutions culturelles. Vous avez l'opéra qui commence maintenant, enfin qui est déjà là et qui en fait ouvre un petit peu les portes de la culture norvégienne au grand public international. Et puis dans les années qui vont venir, vous allez avoir le musée Munch qui va s'installer tout près de l'opéra. Vous allez avoir un autre musée, le musée Strupfernet d'art contemporain, qui va s'installer dans un bâtiment fait par Renzo Piano, l'architecte célèbre. Et puis nous, le musée national, on prévoit de déménager aussi dans très peu d'années, dans un tout nouveau site en plein centre. Et donc tout autour du fjord, vous avez un développement urbanistique qui se développe. Et c'est ça qui est assez fascinant en ce moment.